Merci, Mme McCharles. Alors, avec 15 minutes, je ne tournerai pas longtemps autour du pot. On le voit sur l'écran. Le titre de ma présentation, peut-on ou doit-on parler de catastrophe méthodologique dans le renvoi Nadon? Alors, au-delà du ton quelque peu provocateur, laissez-moi vous suggérer d'entrée de jeu qu'en se rappelant la nature même de la méthodologie d'interprétation, on devrait bien se douter de la réponse. Méthodologie d'interprétation juridique qui peut se définir ainsi. Soit le processus par lequel, donc un processus par lequel on identifie le sens de la norme prévue ou contenue dans un texte de loi, texte de la Constitution, étant entendu que l'objectif général de l'exercice, c'est d'identifier l'intention du législateur ou l'intention du constituant, qu'on peut dire aussi. Et ce, à l'aide de principes, de règles, de méthodes, de présomptions, toute cette méthodologie ayant été développée par les tribunaux depuis des décennies, voire des centaines d'années. Ceci étant, la méthodologie d'interprétation juridique, ça ne nous donne pas une réponse toute faite à un problème d'interprétation. C'est plutôt, par définition, un ensemble d'éléments qui aident les juristes, ultimement les juges, à savoir comment identifier l'intention du constituant. On parle souvent d'outils, quand on aborde ces questions en classe, à la faculté de droit, on parle d'outils heuristiques, de guides pour en arriver à une conclusion interprétative. Par conséquent, il n'y a pas de formule mathématique, de formule magique pour interpréter un texte juridique. On ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule possible interprétation. En notant que le tribunal reste à l'intérieur des balises méthodologiques développées en jurisprudence, la conclusion interprétative est bien fondée en droit, valide d'un point de vue juridique, et on pourrait ajouter légitime aussi d'un point de vue du principe de la primauté du droit, d'un point de vue de la gouvernance même. Pour revenir à la question posée en ouverture, peut-on ou doit-on parler de catastrophe méthodologique? Eh bien, laissez-moi vous suggérer qu'on peut, mais que ça serait une erreur, à vrai dire, ontologique, de dire qu'on doit. Autrement dit, si catastrophe il y a, et mon opinion c'est que oui, ça ne veut pas dire que le jugement est mal fondé en droit. Pourquoi? Bien, c'est ce qu'on vient de voir, parce que par définition, ontologiquement parlant, la méthodologie d'interprétation, ce n'est pas une science exacte. À cet égard, permettez-moi une petite mise en garde, si je puis dire, s'il vous plaît, et j'ajouterai surtout les journalistes dans la salle, ne voyez pas dans mes propos une dénonciation de la Cour suprême, une dénonciation du résultat de la décision de la majorité dans l'affaire Nadon. Je ne suis pas d'accord avec les motifs de la majorité, je parle même de catastrophe méthodologique, mais dans une large mesure, c'est ma job de faire ça. Je suis un prof de droit. Ça n'attaque pas la crédibilité de la Cour, ni la légitimité de la décision. Bref, je vous implore, pas de référence du genre professeur Beaulac, Peter McKay, même combat. Lui, et a fortiori le PM Harper, des politiciens, un chef de gouvernement, ils doivent respect et déférence aux institutions dans notre système fondé sur l'état de droit. En tête de liste de nos institutions démocratiques étant la Cour suprême. Moi, dans ce qui va suivre, ce n'est qu'une modeste critique de prof d'université qui, dans le dit système fondé sur l'état de droit, fait sa petite contribution humblement au débat public, en l'occurrence relativement au renvoi Nadon. Bon, le plan de match, assez simple. Je vais discuter de ce que je crois être les 5 principaux problèmes méthodologiques dans la décision de la majorité de la Cour suprême. Les 5 principales carences, parce que, franchement, il y en a plus que ça. Je vais donc me limiter, on aura compris aussi, au motif de la majorité. Non pas que l'opinion du juge Moldaver est parfaite d'un point de vue méthodologique, bien qu'à mon avis, elle est clairement supérieure. Mais bon, c'est la dissidence.
Et il me reste déjà probablement une dizaine de minutes. Dernier élément, quant aux paramètres de ma présentation, je m'intéresse, soyons clairs, à la première question. La méthodologie quant à l'interprétation des articles 5 et 6 de la loi sur la Cour suprême. Je ne traiterai pas de la question numéro 2 d'ordre constitutionnel. Alors, commençons. Erreur numéro 1. Sous la rubrique « Principes généraux d'interprétation », la majorité de la Cour nous annonce de façon solennelle que, compte tenu du fait que les articles 5 et 6, et c'est traité de façon détaillée plus loin dans le jugement, sont protégés maintenant, partie tombe sous le coup de la partie 5 de la loi constitutionnelle de 1982, on le voit, le soulignement, à ce titre, ces articles 5 et 6 devraient recevoir une interprétation généreuse. Les examiner selon l'objet et en contexte philosophique, linguistique, etc. Plusieurs problèmes à cet égard. Le premier, c'est la suggestion finalement qu'il y a eu transformation au cours des années du statut des articles 5 et 6 et que ça ferait appel à une trame méthodologique complètement différente. Or, plusieurs pensent dans le domaine de l'interprétation juridique qu'à la base, la méthodologie est la même. La pondération peut différer grandement, dépendamment si on est en matière de loi ordinaire ou de loi constitutionnelle. Mais, plus que ça, le problème, dans une large mesure, avec cette affirmation solennelle, rapidement, dans les motifs de la majorité dans l'affaire Nadon, c'est que, si vous me prêtez l'expression, elle fait son lit, mais elle ne se couche pas dedans. Parce qu'arrivé à la fin, et on le voit ici, l'extrait que vous avez au paragraphe 69, quand vient le temps d'arriver à la conclusion par rapport à l'admissibilité en l'espèce du juge Nadon, on dit que l'article 6 commande une interprétation plus restrictive des conditions d'admissibilité. On nous fait en grande pompe une annonce que, compte tenu du statut constitutionnel des articles 5 et 6, on devrait interpréter généreusement pour arriver en bout de ligne à une analyse de 6 qui est restrictive. Deuxième problème ou erreur méthodologique, c'est ce que j'intitule la théorie des catégories. Là aussi, très tôt dans le jugement, avant même le premier passage qu'on voyait tantôt, et nommément au paragraphe 13 et 14, après avoir rappelé le libellé de la question numéro 1, la majorité de la Cour suprême nous dit essentiellement que 5 prévoit 4 catégories de personnes éligibles: juge ancien, juge actuel, avocat ancien, avocat actuel, qu'on doit distinguer. C'est la façon pour la majorité de poser le problème des 2 catégories à l'article 6 qui viseraient seulement les juges actuels, cour d'appel, cour supérieure, et les membres, on le saura plus tard, actuels du barreau du Québec. Plusieurs juristes dans la salle, vous allez reconnaître l'adage, poser la question, c'est y répondre. La façon de présenter la problématique permet à la majorité, dans les motifs qui suivront, et l'utilisation des différentes méthodes, éléments méthodologiques, d'arriver à la conclusion selon laquelle 6 doit être interprété plus restrictivement, comme excluant, parce que c'est ça qui était le cœur, le nœud du problème, les anciens les anciens avocats du barreau du Québec. En plus de ça, laissez-moi partager une forte impression, c'est qu'en commençant très tôt à lire les motifs, on s'aperçoit que dans une large mesure, la façon d'aborder 5 et 6 reflète les 2 solitudes canadiennes. On n'a pas traité de ces 2 dispositions concernant l'admissibilité à la Cour suprême du Canada ensemble. On les a d'emblée séparés, en parlant de catégories au nombre de 4 pour le reste du Canada, le ROC, et au nombre de 2 en ce qui concerne l'article 6 pour le Québec. En plus, évidemment, au niveau méthodologique, ce qui est problématique, c'est que une méthode bien assise
constamment utilisé par les tribunaux au Canada, parle de l'interprétation contextuelle ou argument systématique et logique. On doit interpréter les articles les uns par les autres en favorisant le sens qui ressort de l'ensemble. Or, l'ensemble ici semble être plus intéressé à inclure l'article 30 qui a été traité en long et en large dans les motifs de la majorité un peu plus tard dans le jugement, que d'interpréter de façon harmonieuse ces deux dispositions qui, puis j'y arrive dans un moment quand on regardera l'historique, ont longtemps été dans un seul article, une seule disposition. Et c'est pas sans me rappeler, je n'irai pas dans le détail, faute de temps, une autre catastrophe méthodologique qui datait de 1995, la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire McIntosh, où, jugement partagé aussi, la majorité avait fait un exercice, laissez-moi vous suggérer, semblable, en disséquant en plus petite partie les dispositions 34 et 35 qui ont été réformées récemment, l'année dernière, mais qui pendant longtemps étaient problématiques, contenaient des zones grises et pour la majorité, on devait distinguer 34.1 de 34.2 de telle sorte qu'un agresseur initial pouvait bénéficier non seulement de l'article 35 plus onéreux comme condition d'application, mais également la disposition d'application générale, l'article 34. Donc, opération fort semblable qui a été critiquée, incidemment, dans une opinion dissidente forte sous la plume de Mme McLaughlin, maintenant juge en chef, qui faisait partie néanmoins de la majorité dans l'affaire Nadon. Troisième carence, problème au niveau méthodologique, ça concerne l'historique législatif sur lequel, premier commentaire, la majorité a passé énormément de temps. Avant même de regarder la lettre de la loi des articles 5 et 6, on a fait un historique législatif détaillé pour essentiellement mettre en évidence que la première version de 1875 a été révisée en 1885 pour, selon l'avis de la majorité, y ajouter une intention que à l'article 5, anciens procureurs, anciens avocats puissent être admissibles à une nomination. Réformé quelques cent ans plus tard, révisé, le vocabulaire est fort important, une nouvelle fois en 1995. Donc, on le voit bien, deux révisions. 75, version originale, première révision, deuxième révision. Or, quand on examine les passages où la majorité traite de l'utilisation de cet historique législatif, elle nous dit, vous voyez, et au paragraphe 23, quand il s'agit de la révision de 1886, on devrait y voir une modification quant au fond. Elle invoque le principe selon lequel, c'est prévu dans la loi de révision de 1886, s'il y a une incohérence, une distinction quant au fond, on devrait favoriser le texte de loi révisé. Or, la deuxième révision, et une révision, je vous rappelle, c'est un processus administratif qui amène le département, le ministère de la Justice, de changer la forme qui n'est pas censée modifier le fond, parce que, pour le dire encore plus clairement, ces textes de loi révisés ne passent pas de nouveau devant le Parlement, devant le législateur. Alors, dans un sens, c'est l'exécutif qui polie la forme pour qu'on ait mieux accès à l'intention du législateur, pas censé modifier le fond. Or, on voit la majorité donner un effet quant à la substance de la révision de 1886 et refuser de le faire pour la révision de 1985, l'autre extrait que nous avons ici. L'idée étant que et on y retourne, la version de 1985, et c'est en vert à l'écran, semblait revenir à la version originale qui limitait dans la version française aux avocats actuels. Or, autre incohérence en ce qui concerne la méthodologie d'interprétation législative. Il me reste une minute, je vois, et bon, ce qui est génial quand on a énuméré, annoncé qu'on aurait 5 points, manque de temps, je vais m'en limiter aux 3 premiers. Laissez-moi juste mentionner qu'il y a aussi un problème s'agissant de la règle du sens commun. On a qualifié erronément
Parce que la règle du sens commun distingue entre un problème d'interprétation quant à l'ambiguïté et quant à l'imprécision. Pour la majorité, il y a ambiguïté. Je suggère plutôt que c'est un problème d'imprécision. La version linguistique française de l'article 5 actuel étant moins large que la version anglaise. La règle du sens commun devrait inviter le tribunal à favoriser la version linguistique la moins large. Or, on a plutôt qualifié le problème d'ambiguïté, ce qui a permis à la majorité de favoriser la version anglaise plus large. Et le dernier problème, s'agissant de la méthodologie d'interprétation, l'argument téléologique. On a annoncé, on le voyait tantôt, en grande trompe, qu'on était pour interpréter généreusement eu égard à l'objet. Or, ce que la majorité fait dans cette affaire-là, c'est donner une portée large à l'objectif. Hein? Vous vous souvenez, dans le passage, puis on le voit un peu plus loin, non seulement l'expertise, mais les valeurs sociales devraient être reflétées. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des membres actuels du judiciaire ou membres du barreau. Or, il y a une distinction fondamentale entre l'interprétation téléologique et l'interprétation large et libérale. Laissez-moi vous suggérer, et je termine là-dessus, que l'interprétation favorisée par la majorité était certes téléologique, mais l'objet a été utilisé non pas pour élargir la portée des deux dispositions en présence, mais bien pour donner une portée restrictive à ce qu'on nous avait annoncé déjà d'entrée de jeu comme étant seulement deux catégories, ce qui, ultimement, on le sait, a mené à la conclusion excluant les anciens membres du barreau du Québec. Alors, c'est tout. J'ai assez parlé. Je vais laisser la chance aux autres. Merci.